Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct du Rwanda, le pays des 1000 collines qui abrite cette année le 27e sommet de l'Union africaine, événement majeur auquel Africa 24 s'est associé. En témoigne le très grand déploiement que vous allez constater et le réaménagement technique de notre programme que vous allez vivre à compter de ce jour, un programme bien achalandé et spécial consacré à ce sommet. Aujourd'hui, premier jour, premier débat, et nos invités sont déjà avec nous. Nous allons prendre connaissance de tout de suite. D'abord, M. Roger Nkodo Dang, qui est président du Parlement panafricain. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Également sur ce plateau, Mme Chantal Kambiwa, elle est présidente du Forum des femmes d'Afrique post-2015. Mme Kambiwa, merci. Merci. Avec nous également, Mme Marie-Louise Barry-Tchako, elle est présidente du Mouvement de la femme et de la fille pour la paix et la sécurité. Merci, madame. Merci. Également avec nous, M. André Gakwaya, il est journaliste politique, il vient du Rwanda. Merci. Merci beaucoup. Et puis, nos téléspectateurs aussi sont présents dans cette émission. Ils peuvent nous envoyer différentes réactions à travers l'adresse ua2016@africa24tv.com, l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran, ua2016@africa24tv.com. Premier jour, premier débat, et je disais tout à l'heure, le thème de ce débat, c'est l'OUA. De l'OUA à l'UA, quel bilan à l'actif de l'organisation continentale? Tout de suite, pour élément d'illustration, un sujet à la rédaction d'Africa 24. L'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, totalise aujourd'hui 53 ans d'existence. En pleine vague de décolonisation, 32 États africains s'étaient réunis en 1963. L'idée était d'unifier le continent afin qu'il soit plus représentatif aux côtés des grandes puissances telles que les États-Unis d'Amérique. L'Union africaine, descendante de l'Organisation de l'Unité africaine, veut faire mieux que sa devancière. L'institution panafricaine doit surtout s'affirmer comme une force aux côtés des pays africains. Les progressistes voulaient tout de suite qu'il y ait une Afrique fédérale, un gouvernement fédéral africain, les États-Unis d'Afrique tout de suite. Les leaders étaient Nkrumah, Sékou Touré, Bourguiba et j'en passe. De l'autre côté, il s'est formé le groupe de Monrovia, qui voulait une Afrique plutôt des États, un regroupement des États souverains. C'est comme ça qu'est née l'Organisation de l'Unité africaine, qui est un compromis entre les idées fédéralistes et les idées de l'autre côté. La nouvelle organisation ambitionne de se positionner comme une force de référence en Afrique, une force d'intervention rapide et efficace. Les défis qui l'attendent sont pourtant plus grands. L'Union africaine va tenter de réorienter ses objectifs en réorganisant ses effectifs d'intervention sur le continent. Elle prévoit aussi le renforcement du dispositif militaire et veut se montrer plus présente auprès des États. Il s'agit de l'aboutissement d'une réflexion de l'Union africaine depuis certains conflits qui ont secoué le continent, en particulier le génocide au Rwanda. Les États membres ont fortement ressenti la nécessité de créer un outil à même de réagir rapidement à ce genre de situation, sans attendre la réaction des autres organisations internationales. Cette force africaine en entente est divisée dans les 5 régions, donc 5 brigades. Vous voyez là, il y a l'Afrique du Nord. Pour ne pas rentrer dans tous les détails, pour avoir un peu de temps, il y a l'Afrique du Nord, il y a une brigade qui est installée là, il y a la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest, il y a une brigade. Il y a l'Afrique centrale, la CAC, il y a une brigade. Il y a l'Afrique australe, la SADC, il y a une brigade. Il y a les Abriques, l'Afrique de l'Est, il y a une brigade aussi. L'Union africaine veut aller plus loin, mais peine à ménager sa monture. Elle se heurte à une principale difficulté, le financement. Mais malgré ce handicap, le processus d'intégration semble petit à petit prendre forme dans les différentes régions du continent, l'Afrique de l'Est étant en tête. Après que tous les pays africains aient été décolonisés, le principe était de se focaliser maintenant sur l'intégration économique et le développement économique et l'intégration régionale. Le département des affaires politiques est en charge d'édicter les normes, eu égard aux valeurs partagées par les États membres. Ces valeurs sont nos valeurs communes, et ce sont celles qui maintiennent les États ensemble en termes de pensée politique.
C'est notre principal objectif et nous nous assurons qu'elle soit respectée dans l'ensemble de l'Union. Au bout de quelques années d'existence, la gouvernance démocratique, la lutte contre le terrorisme, le respect des droits de l'homme se révèlent être les plus grands défis du continent que l'Union africaine n'a pas encore réussi à relever. Il y a évidemment le problème des ressources. La force africaine en attente nécessite énormément. L'UNED et la MISOM nous ont bien montré que les ressources sollicitées pour soutenir les opérations sont considérables pour l'équipement comme pour le suivi des troupes au sol. Plus de 50 ans après sa création, le bilan de l'Union africaine reste encore mitigé avec une pointe d'espoir. Même si elle a pu faire mieux que la défunte Organisation de l'Unité africaine, ses actions sont encore insuffisantes pour éliminer les nombreuses tares qui minent l'Afrique. Si elle peut se féliciter de ses médiations dans le cadre de la résolution des conflits en Somalie, en Côte d'Ivoire ou encore au Soudan du Sud, elle a encore beaucoup à prouver pour confirmer sa force d'action. Monsieur Roger Nkodo Dang, hier on parlait de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui on parle de l'Union africaine. Alors est-ce que vous pouvez nous dire les raisons profondes qui expliquent ce changement-là? Je vous remercie. Les raisons profondes, il faut d'abord noter qu'en 1963, lorsqu'on avait créé l'Organisation de l'Unité africaine, l'objectif principal était la décolonisation de tout le continent africain. Cette mission avait bien été remplie puisque en 1999, quand l'Organisation de l'Unité africaine meurt, tous les États africains sont indépendants. Donc, je veux dire, on peut mettre à l'actif de l'Organisation de l'Unité africaine. Ensuite, vint l'UA. L'Union est ici, comme on le dit vulgairement, l'Union faisant la force, on a comme l'impression, l'idée ici, c'est d'accélérer le processus d'intégration du continent avec, entre autres, la mise en place des institutions au sein de l'Union africaine, tels que le Parlement panafricain, la Cour de justice, la Commission des droits de l'homme. Et il faut se dire une chose ici, c'est que l'intégration du continent doit forcément passer par l'intégration des peuples et non l'intégration des États. Madame Kambiwa, outre la décolonisation dont a parlé M. Dang tout à l'heure, il y avait aussi un autre objectif, les relations de bon voisinage, préserver cela. Mais est-ce que sur ce plan, on n'a pas échoué quelque part? Parce que depuis l'Organisation de l'Unité africaine jusqu'à l'Union africaine aujourd'hui, les relations de bon voisinage ne sont pas tout à fait remplies. Mais ce n'est pas toujours une réalité, malheureusement. Malheureusement, parce que d'abord, au plan de vue de la circulation, nous avons encore des blocages sur ce plan et sur l'harmonisation aussi de nos lois en tant qu'Africains. Parce que lorsqu'on dit qu'on devient union, on devient un, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses qu'on fait ensemble. Mais sur ce point, il y a encore pas mal de différences. Et moi, en tant que femme, je regarde le domaine qui intéresse l'Afrique, qui fait justement le blocage de cette unité, c'est-à-dire sur le plan des droits des femmes. Il y a encore des reculs et sur ce plan aussi, on n'est pas unis. Merci, Madame Kambiwa. Monsieur Gakwaya, au-delà de ces deux aspects dont nous avons parlé, mais est-ce que vous avez senti vraiment un changement, ne serait-ce que pour dire nous avons changé de cap, on a pris de nouveaux repères et on pourrait faire les choses mieux entre l'Organisation de l'Unité africaine et l'Union africaine? Oui, l'Union africaine a fait des efforts pour une réelle intégration. Et je prends l'exemple le plus simple, c'est l'Afrique de l'Est, avec la signature du marché commun. Cela a favorisé le commerce, la libre circulation des biens et des personnes. Une réelle sensibilisation de la population a été enclenchée pour montrer les avantages à tirer de cette intégration au niveau de la circulation des biens et des personnes, au niveau des échanges. Et les documents de voyage ont été facilités avec une simple carte d'identité. Je peux aller en Ouganda, je peux aller au Kenya. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Il reste qu'au Burundi et en Tanzanie, ils aient une carte d'identité avec modernisée, quoi. Et puis le commerce aussi. Et les échanges au niveau de l'Afrique de l'Est, nous sommes autour de 130 millions de personnes. Et les gens ont commencé à s'installer
où ils vivent dans le pays. Nous avons des Kenyans qui sont ici au Rwanda. Nous avons des Rwandais qui ont commencé à aller au Kenya. On a installé des entreprises. Et au niveau des universités, il y a pas mal d'universités kenyanes qui ont installé des hommes d'affaires, des Ougandais. Mais aussi, le Rwanda a appris beaucoup au niveau des techniciens, de la main-d'œuvre, au niveau des métiers, et au niveau de la construction. Actuellement, le Rwanda est un chantier. Mais au départ, il a beaucoup profité du savoir-faire technique et professionnel des autres pays. Et sur ce point, aussi, d'autres avancées que je vois, c'est au niveau de le passeport qu'on va bientôt mettre en place. Et il y a certains pays qui hésitent, qui ne mettent pas en œuvre cette politique de la circulation. Mais la sensibilisation a commencé, il y a des avantages qu'on a commencé à tirer, même au niveau de la téléphonie, le roaming. Je garde mon numéro de téléphone quand je suis au Kenya. Le Kenya, de même ici. Sauf que vous ne payez pas la même chose. Au niveau de la tarification, oui. Il y a des différences. Oui. Je vais demander à Mme Barichako, M. Gakwaya parlait de l'intégration, mais il y a certaines poches de résistance encore. Ce n'est pas uniformément. Il a parlé de l'exemple de l'Afrique de l'Est tout à l'heure. J'aurais bien voulu qu'il parle de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de la même manière. Mais est-ce que vous comprenez quand même ces poches de résistance? Bon, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut constater. Je pense que d'une manière générale, dans le discours, nous nous accordons tous qu'il faut intégrer, que nous avons besoin de nous unir, que nous avons besoin de travailler ensemble, mais j'ai comme une impression que la volonté ne suit pas et j'ai comme une impression que nous avons encore des comptes à régler. Quand je regarde l'Afrique centrale, par exemple, parfois, je m'interroge, je dis, est-ce que l'Afrique centrale est en train de voir la dynamique qui se passe ailleurs? Est-ce que parfois ce sont des problèmes internes ou ce sont des problèmes de relations interpays qui bloquent tout le processus? Il y en a qui veulent, il y en a qui ne sont pas prêts et on n'arrive pas à cerner exactement où est le blocage, mais on voit seulement que ça n'avance pas. Et quand ça n'avance pas dans un pays, ça bloque d'autres pays. Je regarde par exemple ce qui est en train de se passer dans cette région de l'Afrique centrale, dont mon pays, le Burundi, fait partie. Je sens une absence totale de la CEAC. Je n'entends pas parler de la CEAC, je ne la vois pas. Alors que ce soit dans les questions de paix et sécurité, que ce soit dans les questions de développement, que ce soit dans les autres programmes qui soutiennent le développement, on devrait tous sentir le mouvement aller à la même vitesse. Mais il n'y a pas de mouvement. Alors que dans d'autres régions comme la CEDEAO, on dirait que ça bouge, en tout cas en ce qui concerne la paix et sécurité, quand on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et la manière dont ils ont géré, au Burkina Faso, la manière dont ils ont géré, on se dit il y en a quand même qui bougent et d'autres qui bougent moins. Monsieur Dango, nous allons revenir un peu en arrière pour se poser la question sur les pères fondateurs, les options qui ont été faites en son temps. Parce qu'au moment de passer à l'Union africaine, il y a des questions qui ont été posées. Pendant que certains optaient pour une Afrique fédérale, des États-Unis d'Afrique, d'autres ont dit que l'Afrique n'est pas encore prête pour pouvoir aller vers le fédéralisme. Avec du temps, qui a eu raison en fait? Disons que ce qui est vrai aujourd'hui, je crois que les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine avaient un idéal commun, c'est d'unir l'Afrique. Les États-Unis d'Afrique, c'était possible, c'est possible. Mais il y a encore une ferme volonté politique qu'on peut qualifier la souveraineté des États. Le professeur, le journaliste vient de parler tout à l'heure. J'ai dit, le problème ne se limite pas aujourd'hui dans les sous-régions. Mais comment on peut faire les jonctions entre les sous-régions pour que l'Afrique aujourd'hui constitue un marché de 900 millions, 1 milliard 100 millions d'habitants. C'est un vaste marché qui aurait pu consommer tout ce que nous produisons. Mais si vous allez dans nos différents pays, généralement, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et ça pose un problème. Donc moi, je crois que les pères fondateurs de l'Organisation des Unités africaines avaient un idéal partagé de nos jours, parce que nous appartenons à un continent. C'est l'Afrique. On ne devrait même plus s'appeler Béninois, Camerounais. Nous sommes des Africains. Nous vivons dans le sol africain. Mais aujourd'hui, on n'a pas comme l'impression que ça bouge. Parce que lorsque vous voyez les communautés économiques régionales, elles viennent de vous parler de l'Afrique centrale.
c'est quand même assez bizarre que des pays proches, par la culture, par la langue, très très proches, mais qui n'arrivent pas à s'intégrer. C'est cette intégration, non des États, mais des peuples. Nous luttons aujourd'hui pour l'intégration. Or, si vous avez souvenir de l'histoire, vous pouvez quand même vous rappeler que Nkwame Nkrumah avait présidé la Guinée-Conakry avec Sékou Touré. C'était des gens de différents bords. Un était ghanéen, l'autre était guinéen, mais ils se sont entendus pour co-gérer la Guinée. En fait, c'est de ça qu'il s'agit dans l'intégration des États. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il y a des barrières. Et ces barrières persistent. Ces barrières ne permettent même pas le commerce intra-État que l'Union africaine est en train de promouvoir. Parce que je ne peux pas partir avec mon bois du Cameroun pour venir vendre au Rwanda, qui est peut-être un pays sahélien, mais je suis obligé de transiter vers l'Europe. Et l'Europe touche 2 fois la plus-value du produit que je parle avec de l'Afrique. Donc pour moi, je pense qu'au niveau des communautés économiques, un travail est en train d'être fait. Mais le gros travail aujourd'hui que l'Union africaine doit faire, c'est de faire donc la jonction entre les différentes communautés économiques pour avoir un marché commun africain. Nous allons alors poser la question sur les origines réelles de ces résistances-là, parce qu'il y a beaucoup de raisons qu'on avance, Mme Kambiwa. Quand on dit que certains pays ont acquis fièrement l'indépendance et par conséquent, pas question de céder sa souveraineté, est-ce que c'est un argument qui vous convainc, vous? Non, pas du tout. Je pense que lorsqu'on se dit africain, on doit être africain dans tous les sens. D'abord, sur le plan politique, ça c'est d'abord une volonté politique des chefs d'État. Pourquoi nous sommes ici à Kigali? C'est parce qu'on pense qu'il y a, sur un certain plan, une unité qui peut se faire. Dire qu'on a acquis son indépendance de telle ou telle manière, ce n'est pas une raison. Moi, je pense tout simplement qu'il y a ici, là, une question d'égoïsme entre les États. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas partager. Alors que l'Africain, ce n'est pas ça. L'Africain, c'est quelqu'un qui aime donner, qui aime partager. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de sous-groupes? Mais non. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de sous-groupes? Vous avez vu le journaliste directement, il vous a parlé de comment ça fonctionne dans un groupe. Et même les autres groupes n'arrivent pas à tirer le profit de ce qui s'est passé de l'autre côté. C'est une question de pouvoir, je pense. Ce sont des gens, pour la plupart, qui ne veulent pas partager le pouvoir politique. Monsieur Gakoraya, effectivement, aller vers le fédéralisme suppose que l'on perde un peu de sa souveraineté. Mais est-ce que, pas un peu, peut-être beaucoup même, mais est-ce que c'est aussi facile de pouvoir le faire? Est-ce que c'est aussi facile? Il faut peut-être se poser la question, est-ce que ce que l'on perd vaut-il ce que l'on gagne? Et là, je suis sûr que l'on gagne beaucoup. Ça dépend de là où se situe aussi pour apprécier ce qu'on gagne, parce que le gain n'est pas toujours apprécié de la même manière. Et à ce titre, ce qui compte d'abord pour les pays, c'est une question d'ouverture, de volonté politique, de bon leadership. C'est-à-dire, quand un peuple parvient à mettre en place un leader visionnaire, il faut avoir une vision. La vision de notre Afrique, c'est laquelle? C'est justement cette intégration. Cette intégration a des étapes que nous devons respecter, suivre. Certes, il ne faut pas précipiter les choses, il faut mobiliser les gens. Nous sommes maintenant à une étape de mobilisation des peuples, mais aussi mobilisation des leaderships. Et il faut convaincre nos leaders que la politique continentale qui avantage l'ensemble des Africains et dont va profiter l'ensemble du peuple, c'est l'intégration. Et à ce titre, au niveau des performances à atteindre, au niveau de l'évaluation, nos parlements doivent aussi évaluer les gouvernements, leur dire, vous avez promis d'avancer au niveau des étapes de l'intégration, où est-ce que vous en êtes maintenant? Il faut la revue par les pairs. Elle est là, elle aussi, elle doit se prononcer. Mais en même temps, au niveau des critiques, au niveau des idées, des suggestions dans les parlements, dans la société civile, dans les secteurs privés, tous devraient échanger et dire et montrer les avantages palpables de cette intégration. Au niveau de la paix et sécurité, par exemple, quand les Tchadiens, les Nigériens, Cameroun, les Maliens se mettent ensemble pour combattre les Boko Haram, quand des Rwandais et d'autres pays africains vont aider le Mali à se rehausser, à chasser
les islamistes, extrémistes. Ça, c'est un grand pas au niveau de l'intégration. C'est les mêmes peuples qui se mettent ensemble pour restaurer la sécurité et la souveraineté. Je pense que ça, c'est déjà une étape. Il faut que ça se fasse aussi sur d'autres aspects institutionnels, politiques, harmoniser les institutions, les lois, et instaurer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et surtout échanger, mettre en place des infrastructures nécessaires permettant d'aller d'une capitale à une autre. Ça, c'est une chose très importante. Merci, M. Gakwaya. Mais il fallait quand même que nous poussions plus loin un peu la réflexion en écoutant quand même certaines personnes, et pas des moindres, qui disent pourquoi elles sont réticentes par rapport à cette ouverture totale dont on parle. Je ne vais pas citer de nom, mais certains dirigeants nous ont confié que leur pays a beaucoup souffert avant d'avoir des ressources. Et par conséquent, en ouvrant aujourd'hui, ils ne contrôlent plus rien. Et deuxièmement, dans un contexte d'insécurité grandissante, ouvrir sans savoir qui entre chez moi et qui en ressort, est-ce que ce n'est pas quand même des raisons auxquelles il faut faire attention? Je voudrais d'abord que nous revenions un peu en arrière. Ils ont lutté fortement contre qui? L'indépendance a été acquise en luttant contre qui? Ce n'était pas en luttant contre les Africains. L'Organisation de l'Unité africaine s'est battue pour que l'odieux système d'apartheid foute le camp. On le sait. Ce n'était pas les Africains contre les Africains, première chose. Deuxième chose, lorsqu'on regarde le continent africain aujourd'hui, M. Babias, l'union fait la force. Quand les gens peuvent se dire que j'ai fortement... Qui est allé à Berlin? Le partage de Berlin. Quel Africain était là-bas? Les barrières douanières que nous protégeons fortement aujourd'hui, est-ce que c'est nous qui les avons ici? C'est le colonisateur qui a partagé l'Afrique et dit ça c'est le Rwanda, ça c'est le Cameroun, ainsi de suite sur une carte. Et on revient donc sur terre. Si nous avons la volonté de dire que ça ne nous concerne pas, on peut ouvrir. Première chose. Deuxième chose, lutter contre le terrorisme aujourd'hui. Le terrorisme est une menace globale. Il faut une réponse globale. Il vient de citer tout à l'heure, quand le Cameroun, le Tchad, le Niger se mettent ensemble, ils essaient de traquer qui? Boko Haram. Et Boko Haram recule. Mais si le Cameroun seul se met à lutter contre Boko Haram, parce que le Niger va dire, ce n'est pas mon problème, est-ce que ça va soutenir? Troisième chose, enfin, est-ce que le terroriste a besoin d'un visa? On sait comment ils font pour entrer dans nos pays? On ne sait pas. Donc moi, je crois que toutes ces raisons, objectivement, si les Africains veulent s'unir et puis se partager, le continent africain est riche de l'Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, en Afrique du Sud. Il y a des richesses. Qu'est-ce qu'il nous faudra? Il nous faudra à l'intérieur une union, des échanges, des technologies pour que nous transformions ça. Jusqu'aujourd'hui, je voudrais chuter par là, je vous vois très pressé, l'Afrique est demeurée le comptoir de matières premières. Oui. Et à ce niveau, nous, on ne bénéficie pas de la plus-value de nos matières premières. Monsieur Nkodo, je vais me tourner vers Mme Barichako. Dites-moi, tu as un plan beaucoup plus concret. Je suis un tout petit pays, une petite taille, je viens d'avoir assez de ressources, mais mon voisin immédiat a une taille de population énorme, mais n'a pas les mêmes ressources. J'ouvre mes frontières. Je deviens quoi en ce moment, Mme Barichako? C'est à ça que ça sert l'intégration. Ça veut dire que vous avez beaucoup de ressources, mais ces ressources ne vont se multiplier que quand vous ouvrez le marché. Alors, vous avez la chance d'avoir un marché énorme à côté. Je crois que le tout est de savoir comment planifier, comment... planifier pendant que soi-même, déjà, on n'a pas réussi à planifier ce qui se passe à l'intérieur de ce pays. On doit pouvoir planifier la maximisation de ces ressources que vous venez de redécouvrir, parce que ce ne sont pas les matières premières qui vont vous enrichir, c'est la transformation de ces ressources et la commercialisation de ces ressources qui vont vous enrichir. Et la consommation de ces ressources. Donc, en fait, c'est vraiment une grande opportunité. Mais il faut pouvoir s'organiser et établir ses priorités et ses stratégies et pouvoir dire en 5 ans, je suis là, en 10 ans, je suis là, en 20 ans, je suis là. Et c'est mon peuple qui doit gagner. Il faut mettre le peuple au centre. Et il faut regarder la manière dont le peuple s'approprie tous vos projets et pouvoir les porter. Je crois qu'avoir un grand marché tout près, c'est un avantage, ce n'est pas...
Madame Kambiwa, le second aspect de ma question n'avait pas été pris en compte dans un contexte d'insécurité. Est-ce qu'on ne peut pas dire, attendez, l'intégration n'a qu'à attendre d'abord, nous réglons les problèmes de sécurité, et quand on doit régler, parce qu'il ne sert à rien d'ouvrir les frontières et faire entrer dans son pays des personnes qu'on ne contrôle pas, qui entrent avec armes et bagages. Mais comment voulez-vous réfléchir de cette manière lorsque vous avez besoin des autres pour combattre l'insécurité? En ce moment, on arrive à contrôler qui entre chez nous. Mais non, on ne contrôle jamais. On ne contrôle jamais. Dites-vous bien qu'en période de guerre, avec les déplacements, les réfugiés, tout peut arriver. Donc ça, c'est un raisonnement, comme je l'ai dit, égoïste. C'est une question de volonté politique. Le développement ne peut pas se faire fermé. Vous ne pouvez pas être fermé. Vous êtes un petit pays, vous avez des ressources. Qu'est-ce que vous allez faire de ces ressources? Vous n'avez pas les personnes pour les consommer. Puisque vous êtes un petit pays, vous êtes petit. Ce n'est qu'à l'extérieur. Comment voulez-vous que les marchandises circulent et que les personnes ne peuvent pas circuler? Vous collaborez quand il s'agit d'aller combattre Boko Haram et vous n'ouvrez pas votre porte et tout pour le développement, pour le bien de l'homme. Il faut mettre l'homme au centre des discussions et les barrières vont tomber toutes seules. Madame Kambiwa, je vous en prie, on n'a plus beaucoup de temps. Je vous en prie, allez-y, allez-y. Il y a un petit détail qu'elle venait de soulever. J'ai dit, votre question est simple. J'ai beaucoup de richesses. Moi, là, j'ai beaucoup de richesses. Mais je les consomme tout seul. Quel est le niveau de consommation que vous pouvez donner? Un. Deuxième problème, le problème du terrorisme. Les gens se radicalisent, non pas parce qu'ils se sont déplacés. Non. Quelqu'un peut se radicaliser dans un pays dont les frontières sont fermées et porter les bombes. Donc moi, je crois que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de fermer, c'est de voir comment. D'abord, il faut repartir sur la base, il faut maintenant exorciser nos mentalités et puis essayer d'amener les jeunes à ne pas se radicaliser. C'est ça le Merci beaucoup, M. Nkogo. Donc, vous disiez tout à l'heure, j'étais un peu trop pressé, effectivement. Effectivement, vous avez vu juste, c'est une question d'horaire, c'est une question de temps. Madame Kambiwa, malheureusement, vous allez prendre congé de nous parce qu'apparemment, vous avez un avion à prendre. Oui, pour une autre réunion. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. En tout cas, le plateau est toujours là, les débats continuent. Vous aurez le temps de revenir encore pour prendre le train en vol. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous allez prendre congé de nous. Quelqu'un d'autre va vous rassembler tout à l'heure. Chers invités, ne partez surtout pas. Nous marquons une pause. On se retrouve dans quelques instants.